Chers collègues, je pense que tu as un problème de batterie. C'est rouge. Chers collègues, bonsoir. Chers collaborateurs aussi, et nous adressons un bonsoir particulier à nos chers concitoyens, nos chers amis qui sont avec nous par le biais du Facebook Live. Voilà, dans ce contexte de sanitaire dégradé, bien évidemment, nous faisons tout pour être dans le respect de la distanciation et pour que nous ne puissions pas privilégier, favoriser la circulation du virus. Et bien sûr, notre conseil de ce soir ne permet pas d'accueillir le public, donc nous utilisons les moyens numériques pour pouvoir nous adresser à notre population qui assiste à ce conseil municipal par les voies du numérique. Donc, bienvenue à vous tous. Chers amis, je crois que le quorum est atteint, mais pour le vérifier de manière formelle, nous allons faire l'appel et je vais demander à l'un d'entre nous, l'une de ces dames, de bien vouloir se désigner en qualité de secrétaire de séance. Qui donc? Voilà. Est-ce qu'on peut donner un micro? C'est bon. C'est pour moi ça. Bonsoir à tous. Abdul Marine Foudine Bernard. Axi Jean-Marc. Augustin Solange. Boulogne Patrick. Bourguignon Jocelyne. Chico Eddy. Claire Eva. Coquette Richard. Le signal va lui donner pour voir le lien Jacqueline pour conduire le bassin. D'accord, je vais noter. Coudé Marie-Denise. Dardon Mengoto Ketty. Population, c'est Parfait. Delver Ketty. Procuration, Laura Despois. Dezac Philippe. Élise Marline. Fréné Pierrat. Guépois Laura. Présent. Jacques Épouse Gérard Lucette. Présent. Jean-Noël Sarah. Présent. Cancel Christian. Présent. Kitabini Nicolette. Présent. L'Enclume Jean. Lolia Jacqueline. Présent. Lolia Sully. Présent. Los Bargui. Présent. Luce Fabrice. Présent. Luce Nestor. Mancho Loïc. Présent. Nébor David. Présent. Nébor Richard. Présent. Rouillard Gilbert. Présent. Salibio Magali. Présente. Sylvie Rosemont. Présent. Taipia Sonia présente. Thiolet Thierry. Unimont Jocelyne. Présente. Et Vilova Jeanne. Donc, monsieur le maire, je crois que le quorum est atteint pour commencer la séance. D'accord. Ok. Très bien, Marie-Denise est arrivée. Notre collègue Nestor ne pourra pas nous rejoindre non plus. Et notre collègue Philippe, qui vient juste de m'appeler, vient de juste finir une visio avec la région de l'eau. Et donc, il va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, le quorum est bien atteint et nous allons pouvoir commencer notre séance de travail.
avec un ordre du jour qui est assez étoffé. Nous avons 19 points à l'ordre du jour. Nous tâcherons de faire des présentations synthétiques tant que possible. Ce soir, je vais vous proposer déjà que nous puissions inverser notre ordre du jour, puisque le président de la communauté d'agglomération, M. Guy Losva, qui est avec nous, devra s'absenter tout à l'heure et pour pouvoir rejoindre ses collaborateurs et ses collègues de la communauté pour un événement de notre CNPD. Donc, je vous propose que les points 10, 11, 12 et 15 soient présentés en premier lieu, ce qui permettra à M. le Président de la CNPD de pouvoir vaquer à ses obligations de président. Est-ce que vous en êtes d'accord? Très bien. Alors, chers collègues, chers amis, alors, le premier point, il s'agit de l'adoption des PV que vous avez reçus par voie numérique, le PV du 23 juin et le PV du 13 et du 15 juillet. Est-ce que vous avez des observations à formuler? Une observation à formuler. Donc, nous adoptons à l'unanimité les procès-verbaux de ces 3 dates. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous avions des points 10, 11, 12 et 15 que je demanderai aux collègues Ilosvar de nous présenter, dans la mesure où il s'agissait de désignations déjà faites, mais que nous sommes amenés à revoir la proposition du comité technique et la proposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc c'est juste une formalité pour pouvoir modifier un ou deux noms, puisque le maire ayant changé, il s'agissait donc de se conformer à un certain nombre de soins à M. Ilosvar de vous présenter ces deux noms. Oui, donc, bonsoir à tous. Effectivement, le maire a apporté les précisions. Donc, c'est juste la modification qu'il va falloir apporter. Donc, je vais vous épargner la lecture du rapport, que nous le connaissons tous, et simplement aller vers les représentants de la collectivité qui sont proposés au comité technique. Donc, titulaire David Nebor, Sonia Taille-Pierre, Philippe Dezac, Nestor Luce, Denis Delvert et Béatrice Laroche. Suppléant Guy Losvar, Jeanne Villovar, Solange Boston, Jacqueline Lolia, Gladys Falimé et Michel Gideon. Monsieur le maire. Très bien, chers amis. Donc voilà, juste une simple notification pour pouvoir permettre au maire d'être pleinement membre de ces deux comités. Alors, s'agissant du comité technique, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Merci pour ce vote unanime. Nous passons donc au point 11 pour le comité d'hygiène. Donc, le même principe, là, c'est les modifications nécessaires suite au changement de maire pour permettre au maire de pouvoir participer. Donc, je ne vais pas reprendre tout le rapport, le même principe, juste les représentants au CHSCT. Titulaire David Lebord, Laura Guépois, Jean-Marc Acry, Rosemont Silly, Denis Delvert, Béatrice Laroche. Les suppléants, Philippe Dezac, Jocelyne Unimont, Solange Boston, Jocelyne Bourguignon, Gladys Palimé et Michel Gideon. Merci. Chers amis, y a-t-il
Des oppositions, des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Nous passerons donc au point 12 devenu point 3. Désignation des représentants de la ville au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme intercommunal. Donc effectivement, comme vous le savez, le fait que nous soyons en communauté d'agglomération, il y a un office intercommunal. C'est une situation assez particulière pour nous, puisque depuis au moins 6 ans, nous n'avions pas participé à cette instance. Et d'ailleurs, il va être complètement restructuré au niveau de la communauté d'agglomération. Mais en attendant, il faut que nous ayons, que toutes les communes puissent avoir leurs représentants au sein de cette structure. Et c'est pour ces raisons que nous avons demandé à chaque commune de pouvoir désigner leurs membres. C'est ce que va faire aujourd'hui la ville de Petit-Mont. Donc je ne sais pas quelles sont les propositions, monsieur le maire. Alors, nous avions sollicité un partenaire économique pour représenter le monde économique. Il s'agit donc de Franck Cholette, qui est un des acteurs incontournables de la vie économique sur le territoire du Nord Basse-Terre, puisqu'il a des activités et non les moindres sur le territoire de Petit-Bourg, mais aussi sur le territoire de Pointe-Noire. Donc nous souhaitons effectivement que M. Choulette représente les socio-professionnels du monde du tourisme au sein de ce comité, ainsi que notre collègue Sarah Jean-Noël, qui avait effectivement été désignée. Donc nous le reconfirmons par cette délibération pour que la communauté d'Aglo prenne cette information en compte. Voilà. La délibération. C'est bien ça? Donc nous devons pour cela, chers amis, effectivement procéder au retrait de la délibération qui avait été prise anciennement. Donc la délibération du 15 juillet 2021 devra faire l'objet d'un retrait pour pouvoir se conformer à la demande de la CNBT. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Nous demandons donc toujours à notre collègue Guilospar de nous faire la présentation du point 15 s'agissant de l'engagement du projet Coin Nature en ville entre eux. Excusez-moi, je vous ai un peu trop dit, désolé. Nous n'avons pas fait le vote pour donc, les délégués à l'Office du tourisme intercommunal. Nous avons procédé donc au vote pour le retrait de la délibération. Je vous propose, chers collègues, que nous puissions retenir comme socio-professionnel M. Cholet Franck et comme élu de la ville, Mme Sarah Jean-Noël. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Voilà. Monsieur le Président, nous pouvons enregistrer maintenant au point numéro 15. Merci. Donc, il me plaît de présenter ce point numéro 15. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis sans doute à côté de Fabrice Plus, qui en charge le fleurissement de la ville. Puisque, comme vous l'avez compris,
il s'agit d'un projet pour préserver la biodiversité au niveau donc, du territoire, accroître la sensibilité donc, de nos administrés au problème de l'environnement, améliorer l'attractivité du territoire, mais aussi améliorer donc, le cadre de vie. Donc il s'agit, concernant ce projet, de pouvoir transformer les dépôts sauvages en lieu de fleurissement. Donc il y a eu tout un ensemble de réunions entre les services de la CNPT et les services de la ville, de manière à désigner je crois que les 10 points qui seront concernés. Ce sont 10 points pour lesquels il y a des décharges sauvages et où nous allons enlever les dépôts sauvages. On va planter, on va transformer avec un véritable fleurissement, mais pas n'importe quelle fleur, des fleurs qui pourront être, qui attirent donc les abeilles, puisque le but c'est aussi permettre cela. Rappelez-vous, je le disais souvent, on va mettre des fleurs vont attirer les abeilles, et c'est tout petit bout qui est doux. Donc là, c'est toute la CNPT qui sera un territoire mielleux, un territoire doux. Donc, cette opération va se faire sur l'ensemble des villes. Comme Petit Bout est déjà avancé en termes de fleurissement, n'est-ce pas, monsieur Luce? A été d'abord ville pilote, mais sinon les opérations ont commencé. Il y a déjà eu Arnouville et nous avons vu la dernière fois, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la satisfaction de l'administré qui se trouvait près de ce dépôt, n'est-ce pas, monsieur le maire? Et puis également au Lamentin. En tout cas, dans chaque ville, il y aura une dizaine de lieux où nous allons pouvoir transformer ces dépôts sauvages en fleurissement. Mais au-delà du fleurissement, il va y avoir des caméras mobiles. Donc, on a pu faire l'acquisition de caméras pour pouvoir surveiller ces lieux en espérant que ces caméras ne seront même pas obligatoires. Donc, il y a cette convention entre la CNPT et la ville. La ville qui va assurer l'entretien des fleurs et aussi la surveillance au niveau des différentes caméras, les enregistrements des caméras. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant où les deux collectivités permettent en quelque sorte une meilleure amélioration. Rappelez-vous, il y avait une présentation ici de la CNPT concernant ce cadre global CRT qui est proposé sur l'ensemble des villes. Très bien. En tout cas, nous avons eu plaisir déjà d'aller sur un des premiers sites qui fait l'objet d'un embellissement de fleurissement au lieu de décharge, signe à la fois de malaise, puisque à la fois pour ceux qui sont auteurs de ces dépôts sauvages et ceux qui sont les voisins les plus proches et qui ont à supporter ça. En tout cas, nous avons vécu avec eux la satisfaction de la transformation de l'espace et nous remercions Monsieur le Président de la communauté d'Aglo d'avoir initié cette démarche-là. Je crois que sur Arnouville, il n'y a pas que les voisins qui sont satisfaits, mais je crois que la collègue représentant le secteur d'Arnouville, Jocelyne Bourguignon, est extrêmement satisfaite. Voilà. Et Monsieur Fleurissement. Et Monsieur Fleurissement, bien sûr, qui était présent malgré la rentrée scolaire. Voilà. Merci en tout cas, Fabrice, pour ton implication. Nous allons donc passer au vote, chers amis. Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Et tout naturellement, nous reviendrons maintenant dans l'ordre de notre conseil. Et c'est justement M. Luce Fabrice qui prendra la parole pour nous parler de la signature de la convention d'application de la Charte du Parc national de la commune. Alors, juste un instant avant que Luce Fabrice se présente, nous allons laisser la parole à M. Guy. Désolé de ne pouvoir finir les travaux avec vous, mais comme M. le maire l'a précisé, nous avons une manifestation au niveau de la CNPT qui nous concerne tous, puisque c'est notre territoire, c'est le premier festival numérique du rire, des films et également de la musique. Vous savez que nous vivons une période particulière, donc c'est l'occasion de pouvoir promotionner les artistes, les musiciens, les DJ, les humoristes
du territoire, mais aussi de pouvoir les accompagner, puisque nous entendons régulièrement dans quelle situation, puisqu'on parle de crise sanitaire, mais derrière, il y a aussi une crise sociale, voire psychologique, puisque beaucoup d'artistes sont obligés pratiquement de vendre leurs biens pour pouvoir n'assurer que le simple quotidien, puisqu'il y a déjà plus d'un an et demi, il n'y a pas donc de réalisation d'événements et autres. Et c'est l'occasion aussi pour eux donc, de s'exprimer. Donc pendant 3 jours, ce soir, demain, donc des humoristes à 20h, demain également, il y a ceux de Petit-Bourg, ceux de Goyave, les musiciens de Lamenté, de Prête-Droit, enfin toutes les communes sont représentées. Et tout ce que j'espère, c'est que les administrés vont pouvoir s'approprier cette initiative et même au niveau donc, des films, c'est avec le support du ciné-théâtre de Lamenté, c'est une quarantaine de films caribéens qui seront donc, diffusés. Donc voilà pour les actions donc, pour lesquelles je vais devoir prononcer donc, le discours d'ouverture. Sinon, je profite aussi pour rassurer l'ensemble des collègues sur la connexion des actions de la CNDT avec la ville, puisque vous avez vu, avec M. le maire, nous avons signé la convention pour l'exploitation de la base nautique. Enfin, on veut dire que notre base nautique est opérationnelle et va pouvoir recevoir. Mais ma plus grande satisfaction, c'est que c'est la piscine, compris avec des travaux, avec des modifications, tout un ensemble de choses. Mais je laisserai peut-être le soir M. le maire d'en parler dans d'autres conditions, mais rassurez-vous, s'il y a un projet phare, c'était la piscine, et la piscine, bientôt vous verrez donc les travaux, mais avec encore plus d'amélioration, puisque je crois, avec les services de la ville, il y a quelques belles propositions qui ont été faites et qui seront retenues, donc qui va donner encore plus de dimension à ce projet qui nous tient à cœur. Voilà. Donc je vais vous laisser travailler et en sachant que vous allez nous rejoindre de manière numérique plus tard. Merci Monsieur le Président. La parole est donnée à Franciscus pour nous présenter le point relatif à la signature de la convention avec le Parc national. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la charte du Parc national de la Guadeloupe a été approuvée par décret en Conseil d'État en date du 21 janvier 2014. Donc la commune a décidé d'adhérer à la charte en séance du Conseil municipal du 21 novembre 2014. Et pour rappel, l'adhésion traduit ainsi la volonté des communes d'entrer dans une relation de partenariat avec le Parc national dans le but de mettre en œuvre le projet de territoire que constitue la charte. Alors cette charte, c'est un projet commun qui, à long terme, et qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire du Parc national et qui engage essentiellement les collectivités communales et l'État qui ont signé cette charte. Elle permet de renforcer l'appropriation de la politique de protection qui s'exerce en cœur. Et dans cet esprit, les communes sont associées à l'élaboration de la charte. Alors, la convention d'application de la charte du Parc national a pour objet essentiel de définir des termes du partenariat entre le Parc national et la commune pour la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées par les signataires. Et d'autre part, de favoriser un dialogue régulier entre eux. Alors, parmi les actions identifiées, en tout cas sur le territoire de Petit-Bourg, nous pouvons citer la valorisation du potentiel écotouristique de la vallée de la Lézarde, l'accompagnement de la commune vers l'utilisation de techniques végétales, du génie végétal, notamment pour reboiser les berges des rivières, en particulier de la Lézarde du Kéry. Puis il y a aussi un côté
ces actions aussi concernent la police de l'environnement et puis la valorisation des randonnées à travers le parc national. Donc, suivant cet exposé, Monsieur le maire propose au conseil municipal, dans un article 1, de valider la convention d'application de la charte du parc national de la Guadeloupe. Dans un article 2, de donner toute délégation à Monsieur le maire ou à son représentant pour signer cette convention d'application 2021-2023. L'article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager toute démarche et signer tout document nécessaire pour la prochaine convention d'application à l'échéance présente. Et l'article 4, de donner toute délégation à Monsieur le maire ou à son représentant pour notifier cette décision. Merci. Très bien, chers collègues. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des interrogations? Y a-t-il donc des avis défavorables? L'abstention? Merci pour ce vote unanime. Chers collègues, notre camarade et ami Nestorius n'est pas là ce soir. Ah. Bien. Alors, j'allais dire que notre grand sportif Nestorius n'est pas là, mais nous avons la vaillante Laura Guépois qui était prête déjà pour suppléer. Donc, Laura, je vais quand même demander à Laura de nous présenter, puisqu'elle est quand même la spécialiste du cyclisme chez nous, de nous présenter le point 3. Nestor prendra le relais pour les deux autres points relatifs au sport. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter le point 3. C'est une attribution d'une aide financière dans le cadre de la 9e édition du Tour cadet de la Guadeloupe. Alors, ça a eu lieu le samedi 7 août. Alors, pour information, la ville de Petit-Bourg a accueilli la deuxième étape du Tour cadet de la Guadeloupe, donc c'était la 9e édition. Et le départ à Petit-Bourg a porté chance au club de Petit-Bourg qui a remporté cette édition avec Baïna Siri. Alors, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur une subvention de 1 000 € attribuée au comité régional de cyclisme pour l'organisation et pour une aide logistique. Ça va? Très bien. Merci Laura. Y a-t-il des interrogations? Des avis contraires? Pas d'attention. Merci pour ce vote unanime. Maintenant, nous passerons au point numéro 4 avec Nestor Luce qui nous présentera l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives au titre de l'année 2021. Alors, notez la petite coquille sur les documents, c'est 2021. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, l'attribution de subventions pour laquelle nous avons délibéré, effectivement, porte au titre de l'année 2021 et non 2020, comme indiqué sur le rapport. Donc, comme vous le savez, chaque année, donc, la ville attribue à leur demande une subvention de fonctionnement aux associations sportives qui sont présentes sur notre territoire. Donc, elle s'appuie sur un partenariat privilégié pour garantir l'équilibre, la cohésion sociale, la transmission des valeurs républicaines en vue de l'épanouissement des citoyens. Donc, en cette période de crise sanitaire, donc, la ville souhaite bien sûr plus que jamais accompagner ces acteurs forts de la société. Donc, le tableau qui est joint donc, présente la répartition des sommes accordées à chaque association. Alors, il est indiqué effectivement un certain nombre d'associations pour lesquelles il n'y a pas
de montant, mais c'est parce qu'effectivement, il manque un certain nombre de documents. Donc une régularisation sera certainement faite après. Donc il nous a demandé, chers collègues, de nous prononcer sur la somme allouée aux associations sportives. Donc comme la liste n'est pas longue, je donne la liste des associations à qui il nous a demandé d'attribuer une subvention. Donc la CDPD, donc le club cycliste de Petit-Beau, 8 500 €. La ZAPB, 15 000 €. L'Arsenal Football, 23 000 €. L'Arsenal Volleyball, 9 000 €. Le club d'escrime de Petit-Beau, 9 000 €. Cap-Tigou Aviron, 4 000 €. Cataraïbe, le club de voile de Viard, 1 000 €. Donc le gymnastique club de Petit-Beau, 1 500 €. La JCPB, 3 000 €. Le karaté Chotogan, 1 400 €. Le Caricara Sporting Club, le club de tennis de table et de badminton, 4 000 €. L'éclair, 17 000 €. Les foulées vertes du rond-point, 1 000 €. Les jeunes tyrans, le club de Tyran, 2 000 €. Les marcheurs de tambour, 1 000 €. Le Mondial Club, 12 000 €. Le Phoenix, 13 000 €. Le tambour Andou, 1 500 €. Le Tibou Boxing Club, 6 000 €. Le Tibou Taekwondo, 4 000 €. Et le Thai Break, 1 000 €. Donc voilà, chers collègues, il nous a demandé de nous prononcer sur l'attribution de ces subventions à ces associations. Merci, chers collègues, pour cette présentation. Y a-t-il des interrogations? Des votes? Ah oui, monsieur Richard Delors. Bonsoir. Monsieur le maire, autant je n'ai pas pu cacher, et vous avez pu le constater, ma joie, autant je n'ai pas pu cacher ma satisfaction à votre élection au poste de maire, autant j'ai eu l'honnêteté de vous exprimer, et vous avez sans doute dû aussi le constater, sans feinte, ces sentiments de joie et de satisfaction qui me submergeaient, en tout cas qui s'étaient emparés de moi, autant je dois ici ce soir avoir le courage de vous exprimer, j'allais dire, ma déception, mais je pense qu'il serait un peu trop tôt, puisque après seulement 3 mois d'exercice du pouvoir de maire, je peux faire retenir l'expression de frustration. Je suis toujours gêné par rapport à ces demandes de subvention. Évidemment, je ne m'attendais pas, ou en tout cas je n'attendais pas de vous, que vous puissiez en si peu de temps tout révolutionner. Je n'attendais pas non plus de vous, sachant que vous n'avez pas le tempérament d'un homme irascible, de renverser la table, à l'instar de ce que fit, et là vous le partagerez avec moi, ce que fit Jésus dans la synagogue lorsqu'il se rendit compte de tout le bordel qui régnait dans la maison de son père. J'avoue, je suis un petit peu frustré parce que je m'attendais au moins à un frémissement de changement. Et au vu des documents qui sont soumis ce soir à notre approbation, je me rends compte que finalement, l'autorité municipale continue dans l'indifférence des observations au seul Dieu sait si elles sont sincères, objectives, de nature à faire avancer
les choses, de nature à apporter en tout cas ma contribution dans l'excellence de l'administration de la commune. Et je me rends compte que finalement, les observations que j'ai émises ici, à maintes reprises, dans les différents conseils municipaux, n'ont aucunement été prises en compte. Et je le regrette amèrement. Je me rends compte surtout que le changement dans la continuité que j'avais énoncé ici se traduit malheureusement par ce que je pourrais appeler finalement la continuité en attendant le changement. La continuité en attendant le changement, pourquoi? Parce que en réponse aux observations que j'ai faites ici, lorsque j'analyse la liste des demandeurs de subventions, vous me flanquez au visage le nom d'un président d'association, votre collaborateur, qui m'a agressé ici même en tant que conseiller municipal, pour lequel j'ai saisi l'autorité municipale. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de réponse, ne serait-ce qu'une simple lettre d'accusé de réception. Je comprends bien que je suis un élu de l'opposition et qu'à ce titre, ma foi, les observations ou les courriers lancés ou adressés au maire par un membre de l'opposition ne doivent en aucune circonstance être pris en considération. Dois-je vous rappeler ici, ce soir, monsieur le maire, que s'il est vrai qu'un conseil municipal est constitué d'élus de la majorité et d'élus d'opposition, que généralement la majorité relègue au rang de la minorité avec une certaine arrogance, voire même un certain mépris, mais il faut savoir qu'ici, au conseil municipal, il y a avant tout des conseillers municipaux investis d'une responsabilité. Il y a un temps pour la campagne électorale et il y a un temps pour la gestion des affaires municipales. À partir du moment où la population a décidé que telle équipe sera la majorité, telle équipe sera la minorité, cela ne veut pas dire que les élus de la minorité n'ont absolument rien à dire dans le fonctionnement de l'administration communale. C'est en ce sens que je vous dis, monsieur le maire, je suis un petit peu frustré, mais enfin, je vous apporte quand même le bénéfice du doute. Je pense qu'il vous faudra encore plus de temps pour véritablement manifester, en tout cas mettre en œuvre votre façon de voir les choses. Et si, jusqu'à maintenant, nonobstant les observations que j'ai formulées, j'ai toujours voté pour, parce que je suis un fervent défenseur de l'action associative. Personne ici présent ne peut se prévaloir d'être un meilleur défenseur de l'action associative que celui qui vous parle, le conseiller municipal Richard Nibor. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne suis pas simplement un conseiller municipal, mais j'ai été aussi aux responsabilités dans le cadre associatif. Alors, de grâce, monsieur le maire, essayez quand même de vous placer au-dessus de tout cela et de faire en sorte que les observations que je formule ici soient un tantinet prises en considération. Habituellement, une fois que j'ai fait ces observations, je vote pour, puisque je suis un fervent défenseur de l'action associative. Mais là, vous m'obligez à me faire violence. Je ne voterai pas contre, mais cette fois-ci, je vais m'abstenir. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le maire. Merci, chers collègues. Je vous remercie pour déjà la confiance que tu as placée en moi. Et encore merci pour ce vote du 13 juillet. Et merci pour les paroles que tu formules ce soir. Reste convaincu que je suis élu pour une mission que je me fixe moi-même, celle qui consiste à faire de notre administration une administration performante et faire que Petit-Maure demeure une ville attractive, une ville où on a plaisir, on bonheur de vivre, une ville où nos
concitoyens sont en mesure d'exercer des activités culturelles, sportives, économiques. En tout cas, un vrai lieu de vie et pas un lieu de sommeil. Merci de nous accompagner pour ça, merci de nous inciter à mieux faire, c'est très bien. Et nous le ferons, nous améliorons tout ce qu'il y a à améliorer. En tout cas, merci pour cette confiance. Ce soir, tu dis que tu ne voudras pas avec nous sur ce projet-là. C'est quand même dommage, puisque nos équipes, nos associations ont besoin de moyens pour pouvoir survivre, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'activités sportives. Mais certaines de nos associations ont malgré tout un train de vie pour rester justement en vie et en don des charges pendant toute l'année. Donc nous faisons un devoir, après avoir instruit leur dossier, de proposer au conseil municipal de leur monter les contributions qui sont indiquées sur ces tableaux. Et pour ceux qui n'ont pas fourni toutes les pièces nécessaires pour l'instruction du service, vous avez constaté, comme le collègue vous l'a précisé, pour le moment, les montants ne sont pas fixés, donc nous serons amenés ultérieurement à nous prononcer pour ces associations. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations, d'autres questions. Une précision, monsieur le maire. Oui. Je ne l'ai pas indiqué, mais toutes les associations qui font l'objet d'une subvention ont signé une convention d'objectif, comme depuis plusieurs années, avec la ville. Et donc, tous les engagements sont prévus dans cette convention d'objectif, qui sont à la disposition de tous les collègues qui veulent le consulter. Très bien, merci, cher collègue Nestor. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il l'abstention? Une abstention. Merci donc pour ce vote. Moins une abstention. Merci, cher collègue. Je demanderai à toujours Laura, puisque notre collègue Nestor est non seulement délégué aux affaires sportives, mais aussi délégué au bien-être au travail, et donc les deux autres points qui suivent, il m'aura les présenter, donc je vais solliciter Laura pour ce 5e point relatif à l'attribution d'une aide financière au profit de Mathias Sylvanise en vue d'intégrer le pôle Jeune France Ultramarin de IRES en septembre 2021. Alors, il s'agit de l'attribution d'une aide financière au profit de Mathias Sylvanise, qui a été recruté au pôle cyclisme ultramarin à hier. Donc, il s'agit du premier Guadeloupéen à intégrer ce pôle. Donc, il fait partie de la CVPB, le club de Petit-Bourg. Il a aussi, avant de partir, il a évolué au Crêpes Antilles-Guyane dans la partie cyclisme. Et maintenant, il intègre le pôle cyclisme ultramarin. Il a commencé son intégration au mois de septembre. Donc, ça sera un double projet scolaire, sportif. Et on le souhaite, on espère qu'on le verra durant les prochains Jeux olympiques à Paris en 2024. Donc, il est demandé au conseil municipal de lui octroyer une subvention de 3 000 €. Voilà. Merci. Très bien. Chers amis, chers collègues, y a-t-il des questions, observations? Notre collègue Richard Nébor. Monsieur le maire, voyez là encore, je suis un peu gêné car la question que je me pose est de savoir est-ce qu'il s'agit pour nous, quand je dis nous, je parle de la collectivité communale, est-ce qu'il s'agit pour la collectivité communale de se donner simplement bonne conscience face à une demande, ou alors est-ce qu'il s'agit de permettre, par le concours financier de la collectivité, de permettre à Mathias
s'illanise effectivement de pouvoir réaliser son budget. Puisque je vois que le budget s'élève à 27 000 et le conseil municipal est sollicité pour une subvention de 3 000 €. Est-ce qu'en versant ces 3 000 €, ça lui permettra véritablement d'équilibrer son budget? En d'autres termes, ça voudrait dire que dans la présentation même, il y a une faille. On m'a dit qu'il y a une dépense totale de 27 000 €, mais je n'ai aucun budget matérialisant ces 27 000 €. Moi, j'aime bien lorsque nous sommes appelés à attribuer une subvention à une association ou à une personne physique, et bien que cette subvention-là puisse effectivement servir à quelque chose. Que nous ne puissions pas nous contenter simplement en tout cas de donner l'impression de se donner bonne conscience en répondant favorablement à la sollicitation de l'association ou de la personne physique pour une activité quelconque. Voilà pourquoi je suis toujours aussi attaché à la présentation des demandes de subvention. 27 000 €, ça représente quoi? 3 000 €, est-ce que cette somme-là sera suffisante pour permettre à ce jeune de pouvoir effectivement réaliser son budget? Voilà donc, c'est pas une question, comment dirais-je, j'allais dire, d'opposition. C'est simplement une question me permettant de savoir si, en versant les 3 000 € à ce jeune, eh bien, nous aurons permis à ce jeune, effectivement, de réaliser son Merci au revoir, chers collègues. Merci au revoir. Sur cette affaire, les 3 000 € qui sont proposés par la ville de Petit-Bourg correspondent bien à la demande du jeune, dont le plan de financement est assuré à la fois par la famille, mais aussi par les collectivités majeures, puisque le conseiller régional qui est assis à côté de moi m'indique bien que cela fait aussi l'objet d'une contribution de la région. Il me semble même qu'il y a une contribution du département, plus la participation de la famille. Mais les 3 000 € employés par la ville de Petit-Bourg correspondent bien à la demande de la famille. Donc la famille a sollicité 3 000 € à la commune. Absolument. Voilà. Donc nous sommes heureux de pouvoir faire partie de ceux qui vont attendre. Une petite Laura. question pour M. Desbords. Alors, par rapport à l'intégration au pôle, alors il est demandé à la famille 300 € par mois pendant 10 mois. Donc les 3 000 € vont correspondre à l'année scolaire, durant 10 mois. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément d'information, chère Laura. Donc, je pense que nous serons heureux de pouvoir compter parmi ceux qui vont participer au développement sportif professionnel de ce jeune-là. Et nous serons certainement très heureux d'entendre parler de lui un peu plus tard comme petit bourgeois. Je vous invite maintenant à procéder au vote. Est-ce qu'il y a donc des avis contraires? L'abstention? Eh bien, merci pour ce vote unanime, y compris donc avec celui de notre collègue Richard Desbords. Je ne comprends pas pour cette décision, monsieur le président. Sauf qu'il s'agit de ne pas le cas à vous. Non, Richard, non. Bien, chers collègues, maintenant nous allons évoluer vers le point 6, relatif à l'approbation du plan de financement suite à l'appel à projet du Fonds social européen Guadeloupe-Saint-Martin, intitulé Aide pour la mise en place de mesures de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la réduction de la propagation du Covid-19 du 18 juin 2020. Je demande à notre collègue Nestor de nous faire la présentation de ce point et qui sera suivi d'un autre point presque identique, mais toujours dans le cadre de cet appel à projet. Merci.
Alors, le rapport qui est soumis à notre approbation, donc, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, concerne un appel à projet du FSE, le Fonds social européen, visant à aider à la mise en place de mesures de santé et sécurité au travail dans le cadre de la réduction de la propagation de la COVID-19. Donc, comme vous le savez, effectivement, depuis le début de l'année 2020, donc, la France et singulièrement la Guadeloupe est touchée par l'épidémie de coronavirus. Et dans ce cadre-là, donc, le président de la République a, comme vous le savez, a décidé de mesures exceptionnelles, dont le confinement. Et donc la Commission européenne a adopté plusieurs initiatives pour répondre aux conséquences inédites de cette crise, après les graves répercussions sur les économies et les sociétés de l'Union européenne. Donc, ces mesures visent à faciliter l'utilisation des fonds structurels européens, donc des assouplissements des règles de propagation et de gestion des programmes. Donc elle s'inscrit dans deux paquets de mesures d'urgence, l'initiative d'investissement en réponse au coronavirus et l'initiative d'investissement. Donc cette pandémie de COVID-19 impacte aussi les îles de la Guadeloupe et bien sûr de Saint-Martin. Donc en réponse aux conséquences de cette crise sanitaire sur le territoire des îles de la Guadeloupe et de Saint-Martin, donc le préfet de région, autorité de gestion du programme européen, du programme opérationnel État FSE FEDER, Guadeloupe et Saint-Martin 2014-2020, donc a lancé un appel à projet sur le thème suivant: aide pour la mise en place de mesures de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la réduction de la propagation du Covid-19. Les objectifs des résultats attendus d'ici 2023 sont contenir la propagation du virus, améliorer la santé et la sécurité des salariés et des employeurs et maintenir l'emploi. Donc, les actions éligibles sont celles permettant de former l'employeur à élaborer et à introduire des mesures de santé et de sécurité au travail, à former les travailleurs aux mesures de santé et de sécurité au travail, pour soutenir la conformité et les achats ou location d'équipements nécessaires pour respecter les normes de santé et de sécurité au travail. Et bien sûr, la ville de Petit-Bourg a souhaité répondre à ces exigences de santé publique et continuer à protéger son personnel. Dans cette perspective, elle a présenté un plan de financement relatif à cette opération comme suit. Donc, un total de dépenses de 339 682,47 € ainsi répartis. Prestations 69 403,86 €. Dépenses indirectes 246 672 € et dépenses de personnel 23 606,61 €. Et au niveau des ressources prévisionnelles, 339 682,47 €, donc avec une participation du FSE de 288 730,11 €, soit 85%, et de la commune 50 952,36 €, soit 15%. Le coût total prévisionnel de l'opération est fixé à 339 682,47 €, soit 358 027,38 €, toute taxe comprise. Alors, compte tenu de ce qui précède, il nous est demandé donc de se prononcer sur ce plan de financement, d'autoriser à réévaluer la part communale en fonction de la participation obtenue auprès du cofinanceur et de donner au maire mandat pour suivre l'exécution de la délibération qui sera prise et l'autoriser à signer tout acte relatif à cette affaire. Merci, chers collègues, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Est-il des avis contraires? Abstention? Merci pour ce vote unanime. Le deuxième point sera toujours présenté par notre collègue Nestor. Il s'agit donc du point 7, relatif à l'approbation du plan de financement pour un autre appel à projet intitulé « Accompagnement des entreprises, des services de l'État et des collectivités territoriales au développement du télétravail », vraiment montré à la main d'aujourd'hui, qu'il était déjà pour des raisons de famille, faire de sorte que le temps accordé à ces impératifs privés soit
soit donné aux travailleurs. Aujourd'hui, là où le Covid a généré une systématisation du télétravail, et au-delà du fait que les sont réduits en charge de ces conditions d'amélioration de la qualité de vie au travail, nous devons aussi préciser que Mme Loche, qui est assise avec nos collaborateurs, est la directrice adjointe chargée de toutes ces thématiques-là. Vas-y. Oui, alors le rapport qui nous est présenté, qui nous est soumis, donc concerne effectivement un appel à projet qui vise cette fois à accompagner les services de l'État, les collectivités territoriales, le développement du télétravail. Puisque comme vous le savez, la COVID-19 a entraîné effectivement une nouvelle mode d'organisation du travail, le télétravail, et puisque vous le savez, pour faire face au confinement et assurer la continuité des services, donc beaucoup d'entreprises, et singulièrement la ville de Petit-Bourg, a dû développer le télétravail. Et bien sûr, un appel à projet a été lancé par le FSE en ce sens. Et donc la ville de Petit-Bourg a bien sûr répondu. Donc concernant les dépenses pour cette opération, donc le total des dépenses prévisionnelles est estimé à 427 619,11 €. Donc elle serait répartie prestations 18 230 €, dépenses indirectes 385 682,50 € et dépenses de personnel 23 606,61 €. Et au niveau des ressources prévisionnelles, 427 719,11 €, donc avec une participation du FSE de 363 391,23, représentant 85% des ressources, et une participation de la commune de 64 127,86 €, soit 15%. Donc là aussi, il nous est demandé bien sûr de se prononcer sur ce plan de financement, d'autoriser le maire à réévaluer la part communale en fonction de la participation obtenue auprès de l'éco-financière et de lui donner mandat pour suivre l'exécution de la délibération qui sera prise et de l'autoriser à signer tout acte relatif à cette affaire. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations, des questions? Y a-t-il des votes défavorables? L'abstention? Merci, chers collègues, pour ce vote unanime. Nous en arrivons au point 8. Comme vous le savez, hein, nous avons eu des instants, une situation sociale difficile, et notamment une scolarité qui a été bouleversée. Nous avons souhaité prendre nos responsabilités afin d'assurer une restauration pour nos enfants à l'école et permettre la continuité de la scolarité. Ce qui nous emmène ce soir à vous porter 2 points importants suite aux prestations que nous avons sollicitées auprès de 2 acteurs de la ville, et je demande au premier adjoint président de la Caisse des écoles de nous faire la présentation donc, de ces 2 points. Chers amis, bonsoir. Excusez-moi pour mon retard, mais je suis arrivé au bon moment, juste avant le discours de notre collègue Richard Ribord. J'aurais loupé ça, j'aurais loupé beaucoup. Donc je suis ravi d'avoir écouté ce discours, mais permettez-moi de vous rappeler que Petit-Bourg a été victime de 4 mois de grève. Pendant ces 4 mois de grève, la cantine était bloquée. Dans un souci que nos élèves puissent pouvoir aller à l'école, manger et retourner et être dans l'après-midi à l'école, nous avons pris la décision de prendre la tâche de 2 entreprises pour nous fournir les repas. Mais on ne pouvait pas savoir que ça aurait pu durer 4 mois, et ce qui fait que le montant est assez élevé. Donc nous avons eu quelques soucis de paiement, et pour régler ce problème, nous sommes obligés de faire un protocole transactionnel, c'est un terme juridique, technique que je ne maîtrise pas tellement, mais que je connais. Et dans le souci aussi que cette entreprise ne meure pas à cause de nous, parce que nous avons pris cette décision de faire cette transaction, et on vous demande alors de nous autoriser à faire ces 2 transactions pour que les entreprises qui ont bien voulu nous aider à ce moment-là ne puissent pas mourir de notre faute. Je crois que c'est le point 8 et le point 9. Je crois que la première entreprise était
Essa Quadmataouikira et l'autre c'est Malou. Deux entreprises de petits bouts que nous avons fait travailler pour que nos élèves puissent être nommés correctement pendant ces 4 mois de grève. Donc je vous demande, monsieur le maire, qu'on regroupe les deux, ce qui favorisera le vote. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, informations? Richard, monsieur Richard Desbords. Oui, je voudrais tout simplement, je ne serai pas long, dire à monsieur le premier adjoint maire qu'il ne sera pas nécessaire pour moi de faire un discours pour noter simplement que vous nous demandez de nous prononcer sur des transactions, convention de protocole d'accord transactionnel, alors même que vous ne maîtrisez pas, et c'est vous-même qui l'avez dit, vous ne maîtrisez pas ces notions. Vous me demandez à moi de me prononcer là-dessus. À partir du moment. J'ai dit que le terme que je ne maîtrise pas, il y a un protocole et compagnie. Oui. Il y a que je suis mis d'accord avec elle. C'est un protocole transactionnel. Oui. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus, ce mot-là? Non, je ne veux pas m'étendre. Moi, je connais le monsieur le premier adjoint. Vous avez des collaborateurs qui sont spécialisés en droit. Vous avez des agents qui peuvent répondre à la question. Vous demandez au conseiller municipal de surcroît de l'opposition de vous instruire sur la notion de protocole d'accord. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Enfin bref, j'ai compris le contexte. Je pense que la commune n'avait pas le choix. J'ai compris le contexte. Je pense que la commune n'avait pas le choix et que par conséquent, personnellement, je voudrais favorablement. Bien, merci pour ces moments quand même que vous faites partager, chers collègues Philippe et chers collègues Richard. Cependant, effectivement, nous avons tous compris là qu'il s'agit d'une procédure pour nous éviter un contentieux. Je pense que nous sommes plusieurs à parler en même temps, s'il vous plaît, chers collègues. Nous sommes tout simplement dans une procédure administrative et juridique pour éviter un contentieux avec les partenaires qui ont joué le jeu avec nous dans un contexte difficile et qui nous permettra donc d'honorer les dépenses, honorer le coût de la restauration scolaire dans ce contexte des 4 mois, voire même 5 mois de crise sociale, et ce qui nous a permis de nourrir nos enfants à l'école. Voilà. Donc, chers collègues, merci pour les observations. Je demande aux collègues de faire silence un petit peu. Nous sommes en direct. Donc, avis contraire, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce vote unanime. Je vous inviterai à voter aussi pour le point 9, puisque c'était 2 délibérations distinctes. Donc le point 9 qui a déjà été présenté, donc c'est au profit de la Sarre-Malou. Donc qui s'abstient, qui vote contre. Merci pour ce vote unanime. Voilà. Le point 13. Nous avons fait le 10 déjà. Nous avons fait le 10 avec notre collègue Guy Osbar. Le plan de financement de la mise en place d'un dispositif de suivi adapté pour améliorer notre connaissance du glissement de terrain à une cinétique lente de point d'Abacus. Et ce point-là, bien sûr, sera présenté par notre collègue adjoint au maire, M. Gilbert Bouillard, qui est délégué sur ces problématiques-là et qui travaille avec notre collaboratrice, Madame Bono. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette note est relative au plan de financement de la mise en place d'un dispositif de suivi adapté pour améliorer notre connaissance du glissement de terrain à une cinétique lente de Pointe-à-Bacchus. Je rappelle avant la lecture de cette note que Pointe-à-Bacchus est concerné par le processus de relocalisation de certaines maisons. C'est-à-dire qu'effectivement, nous savons qu'il y a des falaises sur cette zone
Et il faut affiner les études pour pouvoir quand même se prononcer pour la suite. Donc le bureau régional, le bureau de recherche minière, géologique et minière travaille depuis plusieurs années sur l'adéquation entre les cartes d'aléas disponibles pour les différents risques naturels présents sur le territoire, la caractérisation d'un ou plusieurs risques naturels graves et prévisibles, menaçant ou non la vie humaine et les décisions à prendre en termes de relocalisation des biens et des personnes. Le site de Pointe-à-Bacchus, qui fait partie des premiers sites d'expérimentation sur ces questions, a notamment bénéficié en complément d'une analyse multicritère. Il apparaît que les espaces littoraux urbanisés de Pointe-à-Bacchus sont principalement soumis à un aléa de glissement de l'escarpement en arrière du littoral, ampleur modérée à élevée, relativement bien contraint, et à un aléa de glissement de terrain à cinétique lente, ampleur élevée à très élevée, très mal contraint. Le manque de connaissances sur le risque de glissement de terrain avec une cinétique lente reste très problématique car il conditionne le choix entre les différentes trajectoires d'adaptation qui peuvent être mises en place sur le quartier de Pointe-à-Bacchus. Donc l'objectif de l'étude. La commune de Petit-Bourg, souhaitant assurer la sécurisation des personnes et des biens implantés sur ces espaces à risque, sollicite le BRGM pour mettre en place un dispositif de surveillance afin d'améliorer la connaissance du glissement de terrain à cinétique lente sur ce secteur de Pointe-à-Bacchus. Ceci permettra d'adapter les mesures de gestion du risque évoquées dans les études précédentes. Le versant actuel de Pointe-à-Bacchus présente des indices morphologiques d'un glissement de terrain ancien, paléoglissement, suggérant qu'une reprise de l'activité soit possible. Les conclusions d'une étude conduite en 2018 montrent qu'au vu des données existantes et des hypothèses formulées, conditions statiques dans un contexte hydrogéologique bas et sans tenir compte d'une sollicitation sismique, l'occurrence d'un grand glissement de terrain reste tout à fait crédible sous ce versant. L'objectif de la mise en place de cette étude, singulièrement la phase 1, vise à fournir de nouvelles données qui permettront d'affiner les études de stabilité de ce versant, épaisseur du terrain potentiellement mobilisable, dynamique, piézométrique du versant, déformation de surface, etc. Le dispositif de suivi est proposé en 2 phases. La première phase, se déroulant sur 3 ans, de 2021 à 2023, consistera à préciser le modèle géologique et hydrogéologique et à installer un dispositif de suivi topographique de l'ensemble de la zone. Le montant de mise en œuvre de cette première phase est évalué à 65 000 € hors taxes. La seconde phase sera déployée en 3 années, de 2024 à 2026. Si la reprise d'activité du glissement est avérée, un suivi inclinométrique et estensométrique pour alors être envisagé en complément du suivi piézométrique et topographique. Vous voyez, les termes sont très techniques. L'implantation via ou plusieurs sondages des capteurs inclinométriques et estensométriques au niveau de la surface de glissement permettra de suivre plus précisément le ou la dynamique des déformations en profondeur. Le montant de la mise en œuvre de cette seconde phase est évalué à 90 000 €. Le coût total de mise en œuvre de l'opération est évalué à 150 000 €. Donc vous avez quelques croquis, quelques schémas qui expliquent. Bon, effectivement, peut-être qu'il faudrait des explications plus techniques pour certains, mais vous avez bien compris qu'il s'agit quand même d'affiner les études sous ce secteur. Après 3 ans de suivi piézométrique, les données acquises sur le fonctionnement hydrogénique et la caractérisation géologique du versant permettront de revoir et de préciser l'analyse de la stabilité réalisée en 2018. Ceci permettra d'adapter les mesures de gestion du risque évoquées dans les études précédentes. Donc vous avez un plan de financement qu'il faut adopter. Donc vous avez tous le plan de financement. Donc le total, je ne vais pas reprendre le détail, le total équivaut à 155 000 €. Donc la ville de Petit-Bourg doit apporter une base sur du pourcent de 9 000 €, de 6 500 € pour la première tranche,
9 000 € pour la deuxième tranche, et en total de 15 500 € sous l'ensemble. Le reste est apporté par les fonds divers BRGM, FEI. Donc, il est demandé d'autoriser le consommateur ou son représentant à engager toute démarche et signer tout document nécessaire pour la réalisation de ce projet. L'article 3, d'engager la tranche 1 du projet. L'article 4, donner tout pouvoir au maire ou son représentant pour accomplir les formalités nécessaires et signer toutes les pièces de documents techniques et financiers. Et l'article 5, de donner toute délégation à M. le maire ou son représentant pour notifier cette décision. Merci Gilbert. Y a-t-il des questions sur le projet? C'est vrai qu'il y a des mots très techniques, mais... Oui. Alors, si vous avez des interrogations, vous avez bien compris, on est toujours dans ce grand dossier de relocalisation des biens et des personnes. Il s'agit pour nous de préserver nos concitoyens qui sont sur ces secteurs à risque. Donc les études sont encore en finalisation, hein, puisque nous avançons, et effectivement, il faut convaincre qu'il faut avoir une base solide de données quant aux situations de dérive et des risques de glissement des terrains qui sont là. Donc ces analyses se poursuivent, et donc c'est l'objet de la délibération qui vous a été proposée, donc nous devons assurer son financement. Y a-t-il des interrogations? Des votes contre? À l'abstention? Je vous remercie pour ce vote unanime. Nous demandons à Gilbert de nous présenter le point numéro 14. Donc, cette était relative à l'attribution des aides de ville, familles engagées dans la procédure de relocalisation du relogement PFL. Donc, effectivement, cela concerne les familles de Bovis et de Bel-Air. Donc, par délibération du 2016 6958 en date du 23 juin 2016, relativement au lancement de mandat public pour la conduite d'une opération de résorption de l'habitat insalubre dans les quartiers littoraux de Bovis et Bel-Air de la ville de Petit-Bourg, la ville s'inscrivait dans un processus dont l'objectif affiché est la mise en sécurité des personnes à travers le relogement définitif et temporaire. La population vivant sur les quartiers littoraux de Bovis et Bel-Air, sur la commune de Petit-Bourg, est directement menacée par les risques naturels d'érosion du littoral ou de submersion marine qui nécessitent une évacuation urgente. Pour rappel, la réalisation d'enquêtes sociales bâties, réalisée en 2014 dans le cadre de l'appel à projet pour la relocalisation des activités des biens exposés aux risques littoraux, portée par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, et développée en partenariat avec la CNBT et l'Agence des 50 pages géométriques, a révélé des conditions de vie indignes et de nombreux cas d'insalubrité. En outre, considérant l'importance et l'urgence à apporter des solutions pérennes à cette population, la ville et les services de l'État ont mis en œuvre depuis plusieurs années une opération d'hierarchie, résorption de l'habitat insalubre, sur les deux sites que sont Bel-Air et Bovis. Considérant l'opportunité d'un relogement immédiat des habitants des quartiers de Bovis et Bel-Air sur le secteur de Saint-Jean, dans la résidence Pacala, ceci propriété de SPHLM, d'un commun accord, la ville, le Petit-Bourg et les services de l'État décident de rendre effectif le parcours résidentiel d'accession des foyers en priorité 1 et 2. La mobilisation de tous les acteurs institutionnels, communes, DEAL, SPHLM, Mousse, Seine-Samar, a permis d'importantes avancées, notamment en relogement effectif de 6 familles. De même, 6 nouveaux ménages ont manifesté leur souhait de s'inscrire dans le processus de relogement au sein de la résidence Pacala à Saint-Jean. Dans le cadre des modalités d'accession et la propriété des PSLA, afin d'assurer le reste à charge supportable pour les familles, la commune souhaite accompagner les familles s'inscrivant dans le processus de relocalisation. Cet accompagnement prend la forme d'une aide financière appelée Aideville et vient abonder le plan de financement pour faciliter l'accès à la propriété des familles tout en limitant leur reste à charge. Le montant total de l'aide ville attribué aux 6 nouvelles familles volontaires
s'élève à 127 542 €. Alors, parfois, ce sont des aides qui peuvent aller, qui varient entre 15 000 et 25 000 € selon la situation des familles. Donc, suivant cet exposé, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à provisionner le montant de l'aide ville pour les familles volontaires, soit 127 542 €. Article 2, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes les pièces administratives, techniques, financières nécessaires à l'exécution des présentes délibérations. D'autoriser M. le maire à engager toute démarche et signer tout document nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. Merci Gilbert. Donc toujours pour faire avancer ces dossiers et compte tenu de la complexité des situations, la diversité des situations, la ville porte sa contribution avec celle de l'État, donc des contributions importantes, afin de pouvoir aider nos familles à être relogées dans des conditions de sécurité, mais aussi de salubrité. Donc voilà un dispositif qui est mis en place pour qu'ils deviennent pleinement propriétaires du bien dans le cadre de ce prêt social qui prend une part de location, une part d'accession aussi, hein, d'abord une phase qui ressemble à une location, mais en réalité, au bout des 15 ans, ils sont propriétaires. Donc c'est ça le SLA. Nous portons cette contribution qui est valorisée au montant total à 127 542 €. Merci Gilbert pour cette présentation. Y a-t-il des interrogations? Oui, Jacques? Pas Jacques, Christian. Oui, je te remercie, je remercie le camarade qui a fait sa présentation. Mais je m'interroge à deux niveaux sur ce dossier. La première, je pense que c'est un dossier très social, c'est un dossier économique et c'est un dossier avant tout politique. Donc, monsieur le maire, je ne voterai pas cet amendement. Je vais m'abstenir parce que je suis d'une part concerné par cela. Ma famille est concernée de ça, donc je ne peux pas participer au vote. Deuxièmement, je me demande, est-ce qu'il ne serait pas bon de mettre en place un petit comité du conseil pour entendre, parce qu'il paraît qu'il y a des problèmes concernant ce dossier sous Bovis. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'avoir un petit comité pour discuter avec les gens qu'on va déplacer? Un petit comité du conseil. Tu as d'autres questions? C'est les deux questions que j'avais posées. D'accord, ok, très bien. Alors, merci chers collègues d'avoir cette franchise et cette clarté que de dire que puisque ta famille est concernée par ce dossier et je sais parfaitement et que donc tu ne souhaites pas prendre part au vote, donc ceci sera bien indiqué dans le PV. Je demande à l'administration de bien prendre cela en compte. Alors, mais rassure-toi, c'est un dossier effectivement qui est initié depuis de nombreuses années. Nous, en tout cas, nous l'avons pris à bras le corps dès notre arrivée aux affaires en 2008. Souvenons-nous que nous sommes arrivés en charge des affaires de Petit-Bourg au mois de mars 2008. Dès le mois de septembre, nous étions obligés de nous dépêcher pour pouvoir sauver des familles dans le secteur de Bel-Air, parce que nous avions à la fois des constructions qui partaient dans la falaise et des constructions qui étaient fragilisées, très sérieusement fragilisées. Donc il nous a fallu émerger dans l'urgence des familles. Bien évidemment, cet événement-là était quand même fondamental et en tout cas était le fondement d'une prise de conscience de l'urgence qu'il y avait à reprendre en main un dossier qui avait été initié depuis les mandatures précédentes mais qui n'était pas arrivé à son terme. Nous avons souhaité, en toute responsabilité, assurer cette avancée. Et nous remercions les partenaires, nous remercions l'État, nous remercions la communauté d'Aglo,
en tout cas tous les établissements qui ont contribué avec nous afin d'affiner les études, afin d'affiner la connaissance, d'avoir une meilleure connaissance du danger qui se pose là. Nous avons sans cesse fait de la concertation avec les populations, nous avons rencontré les familles de manière individuelle, nous avons rencontré collectivement les familles, ce que nous continuons à faire. Toutes ces familles ont été rencontrées à plusieurs reprises, nous l'avons fait sur le terrain, à domicile avec Gilbert, avec notre camarade Rosemont, avec les élus des quartiers concernés, avec Nestor. Nous sommes passés dans les diverses familles, nous avons eu des réunions dans cette salle de délibération, nous avons eu des rencontres à Bel Air, nous avons eu des rencontres à la cité administrative. En tout cas, nous poursuivons ces rencontres-là. Et avant-hier encore, j'étais dans une réunion en visio avec un des représentants des familles qui étaient en France hexagonale, plus des représentants qui étaient ici dans mon bureau à la mairie. Nous avons eu l'occasion de discuter de toutes ces problématiques. L'essentiel, c'est que nous avancions dans la conviction, parce que nous croyons que nous sommes dans le juste. Nous sommes dans le juste. Alors le juste n'est toujours pas compris, ce n'est pas aisé de toujours faire comprendre l'urgence et l'assurance qu'il faille sortir les familles dans des situations délicates. Maintenant, les propositions qu'ils ont faites, nous avons communiqué là-dessus, nous avons même créé un film pour démocratiser, fluidifier l'information en direction du public pour comprendre de quoi il s'agit. Nous allons encore rencontrer les familles, puisque nous savons quelles sont les familles où le sujet demeure encore quelque chose de sensible. Nous sommes dans l'explication, dans la conviction et aussi dans l'amélioration des solutions que nous portons pour le relogement de ces familles-là. Et effectivement, sur le secteur de Bovis, nous savons, chers collègues, la difficulté qui est pour toi d'être un élu et en même temps d'être impacté par ça, par un des membres de ta famille. Notre objectif, c'est de poursuivre cet effort de clarté, de transparence. L'effort aussi qui consiste à affiner de mieux en mieux les études pour comprendre le niveau du risque et de l'expliquer, de démocratiser la chose pour la bonne conviction de nos concitoyens. Et bien sûr, nous remercions aussi l'État qui a fait un grand progrès en matière de compréhension des problématiques locales, des spécificités de ces zones-là, et qui aujourd'hui a validé un nouveau projet d'hébergement qui répond aux exigences qui nous ont été formulées, consistant à offrir un habitat isolé, c'est-à-dire pas des constructions en superposition de logements, et c'est ce que nous sommes en train de proposer aux différentes familles. Et d'ailleurs, cette semaine, nous avons signé avec notre collègue Gilbert Briand, nous avons signé les convocations pour recevoir les mêmes familles à nouveau, puisque nous nous sommes entendus pour avoir ces entretiens individuels et permettre à chacun à nouveau de nous fournir les pièces et les documents qui leur permettront de connaître exactement quel va être l'apport de la ville, quel va être l'apport de l'État pour leur permettre d'accéder véritablement à la propriété, parce que sur le secteur en question, non seulement les familles sont en situation périlleuse, mais elles ne sont pas propriétaires du foncier. Et nous leur proposons quelque chose de nouveau. J'aurai l'occasion de faire le point avec toi. J'entends bien ta demande, mais rassure-toi, avec les élus frappés par ces questions-là, c'est-à-dire frappés dans leur délégation, frappés parce qu'effectivement ils sont les élus du quartier, ils sont associés à l'avancée de ces travaux. Mais nous le ferons aussi avec toi. On va t'intégrer à ces groupes de travail. On va t'intégrer aussi aux rencontres qui vont se faire dès la semaine prochaine avec les familles. Alors, je ne sais pas si Mme Bono peut nous préciser, les prochains rendez-vous sont fixés quand? Mercredi prochain. Voilà. Mercredi prochain, nous rencontrerons les familles de Bovis à nouveau. Donc, plus de précisions te seront portées pour te permettre de mieux comprendre les enjeux et surtout les solutions qui sont portées. Voilà. Mais nous avons bien noté ton désir de ne pas participer. Ce n'est pas de t'abstenir, mais de ne pas participer au vote, ce que notre service administratif va prendre en compte. Je vous remercie, M. le maire, de toute
la présentation que tu viens de faire. Richard Debord voudrait. Oui. Monsieur le maire, nous sommes conscients du collègue Christian Cancel dans cette affaire. À certains égards, quand même, un marqueur de changement. Et cette intervention vient de atténuer la frustration qui était la mienne lorsque je vous disais que je ne voyais pas encore venir de changement. Puisque quand je suis Ville-la-Vieille dans ce conseil municipal, c'est la première fois que j'entends un conseil municipal de la majorité faire preuve de courage sur un dossier où il est directement concerné et le dire franchement au maire. Il n'a pas fait de polémique, il a expliqué son positionnement par rapport à ce dossier et il a dit qu'il ne va pas. Bon, vous avez retenir la notion de ne pas participer au vote. Et j'espère que lui aussi, il adhère à cela. Mais dans sa façon de présenter les choses, au départ, il a plutôt relevé un positionnement contre ce dossier. Mais vous avez effectivement expliqué. Mais ce n'est pas pour de polémique. Hein, je vous dis au contraire. Moi, je trouve ça courageux, je trouve ça honnête. Et c'est comme ça que devrait normalement fonctionner un conseil municipal. Je ne sais pas parce qu'on est dans la majorité. C'est quand même assez curieux de traduire les propos du collègue alors qu'il est présent à Genève. Non, attendez, non, je ne traduis rien du tout. Lui-même, il a dit que je vais voter contre cet amendement. Je suis désolé, monsieur le maire. Je n'ai pas osé traduire, parler en son nom. C'est lui qui l'a dit. Mais enfin, après, vous avez rectifié, il est tombé d'accord avec vous. Mais sinon, moi, je n'ai pas rien du tout. Mais ce que je voulais simplement que vous notiez, d'ailleurs, en votre faveur, je vous ai dit que finalement, il y a là un marqueur de changement. Puisque le conseil municipal de la majorité a le courage de dire qu'il est concerné par cette affaire et que par conséquent, il n'est pas souhaitable qu'il participe au vote. Voilà, donc c'est. Tout est à votre honneur, monsieur le maire. Mon cher collègue, au-delà du fait que là où nous nous trouvons, c'est la maison du peuple, la maison commune, c'est aussi la maison de la démocratie par excellence. Donc, nous tenons à respecter ce principe et cette liberté d'expression que nous avons tous, en tout cas pour le meilleur développement de Petit-Bourg et l'amélioration de la qualité du service public que nous devons rendre, nous élus et nous administratifs de Petit-Bourg. Chers collègues, maintenant, je vous propose donc que nous passions au vote. Alors, les abstentions, les votes contraires. Merci pour ce vote unanime, considérant que notre frère, notre camarade, notre collègue Christian n'a pas pris part donc au vote. Merci beaucoup, chers amis, pour ce vote unanime. Nous passons donc sur le point suivant avec notre collègue Jocelyne Bourguignon pour le point financier. Donc, c'est un point relatif à la décision modificative numéro 1. Je laisserai donc le soin de notre collègue délégué aux finances de la ville, Jocelyne Bourguignon, de faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Alors, le maire considère qu'il y a lieu de réajuster les crédits budgétaires pour l'exercice en cours et nous présente la décision modificative numéro 1 du budget primitif de la ville. Alors, pour effectuer ces ajustements, une diminution de 193 000 € est effectuée sur le chapitre 11, charges à caractère général. Les ajustements dans la section fonctionnement, chapitre 67, charges exceptionnelles, est augmenté de 80 000 € afin d'ajuster les prévisions sur dépenses constatées. Le chapitre 14, atténuation de produits, est ajusté de 73 000 €
afin de procéder à des écritures de régularisation et au reversement du trop perçu sur le chapitre 73 qui correspond aux impôts directs locaux. Cette opération est donc prévue dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Enfin, le chapitre 42, opération d'ordre de transfert, 40 000 €, qui est donc la prévision totale qui enregistre la dotation aux amortissements, et donc ce qui fait un total de dotations aux amortissements de 1 700 000 €. Pour l'exercice 2021, cette dotation s'élève à 1 698 806. Concernant les dépenses d'investissement, donc l'augmentation opération d'ordre de transfert et donc, a donc comme contrepartie le poste immobilisation incorporelle, et donc qui permet d'abonder ce poste de 40 000 €. Ces inscriptions budgétaires n'imputent en rien notre équilibre général du budget 2021. Monsieur le maire vous demande de vous prononcer sur la décision modificative numéro 1 de la ville. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Oui, Richard, Libor. Oui, monsieur le maire, je ne suis pas un spécialiste de la question budgétaire, mais pour me permettre de mieux appréhender cette décision modificative, j'aimerais que vous me rappeliez, s'il vous plaît, le contenu du poste charge à caractère général, le contenu du poste charge exceptionnelle, ainsi que voilà, les immobilisations incorporelles. Question technique que nous transmettons. Le directeur général des Sépartis, anciennement directeur des services financiers, et tout à l'heure il nous dira pourquoi nous disons anciennement directeur des services financiers. En tout cas, il fait encore pas encore fonction puisqu'il a délégué sa mission. Nous allons voir ça tout à l'heure puisque ça fait partie des points lors du jour, mais je lui laisse la parole sur ce sujet. Bonsoir. Monsieur Libor, concernant le chapitre 011 des charges à caractère général, en fait c'est toujours le chapitre qui traduit l'ensemble des charges des charges courantes de la collectivité. Tout ce qui concerne les locations de biens mobiliers, donc des véhicules notamment, chapitre notamment des fêtes et cérémonies, ce sont les différents comptes que l'on retrouve. C'est vraiment le compte de fonctionnement de la collectivité, le chapitre des charges à caractère général. Ensuite, le chapitre 67 des charges exceptionnelles. Comme on l'entend, c'est un chapitre justement qui n'a pas de prévision bien définie au budget primitif, puisque ce sont des charges qui peuvent arriver au cours de l'année. Donc, je crois que notre budget primitif c'était 20 000 €, donc on en a abondé de 80 000 €, donc on va se retrouver à 100 000 €. Et c'est notamment, on peut y retrouver, si on a des doublons de recettes, donc on va faire un mandat pour pouvoir, par exemple, régulariser la dépense, la recette, et donc ça va se retrouver aux charges exceptionnelles, chapitre 67. Ça, c'est un exemple. Donc c'est un chapitre vraiment qui reçoit au cours de l'année tout ce qui est dépenses imprévues. Ensuite, 042, je crois que vous avez dit. Non, le chapitre 20. Chapitre 20, dépenses incorporelles. Donc ça, c'est au niveau de l'investissement. Il s'agit des frais d'études et de recherche sur les investissements de la collectivité. Donc c'était des précisions sur ces trois chapitres que vous m'avez sollicité. Monsieur le maire, puisque je vous ai dit que le conseil municipal est constitué, avant d'être constitué, si vous pouvez dire, de la majorité et de l'opposition, le conseil municipal est constitué de conseillers municipaux investis d'une responsabilité. Et pour permettre aux conseillers municipaux, et en l'occurrence le conseiller municipal de l'opposition, Richard Libor, de mieux exercer ses responsabilités,
est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que je puisse disposer de la liste des dépenses correspondant aux charges locatives? Je pourrais disposer de cette liste-là. Ce sont des documents tout à fait à la disponibilité du public, encore plus à la disponibilité du conseiller municipal, quel qu'il soit de la majorité, qu'il soit de la minorité. Donc il n'y a aucun souci pour ça, l'administration est à disposition pour pouvoir récupérer en copie toutes ces pièces. Donc il suffira de leur préciser de sorte qu'ils soient en mesure de préparer le document en question. Je considère que la demande a été formulée ce soir. Oui, mais ce serait bien de la... Je peux la formaliser par écrit, mais les administratifs qui seront amenés à faire les recherches nécessaires pour produire ces documents sont déjà informés qu'on continue de passer ce soir et le conseil Jean Nibor souhaite avoir cette liste-là. D'accord. Donc, formalise, précise, pour que la demande ne souffre d'aucune inclarté. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce qu'il y a des avis défavorables? Avis contraire, vote défavorable, abstention. Merci pour ce vote. Unanime. Chers collègues, nous le disions tout à l'heure, monsieur le directeur général des services, anciennement DAF, est devenu directeur général des services au mois de janvier, alors qu'il avait aussi gardé la casquette de directeur des affaires financières, doit absolument se concentrer sur sa mission de directeur général des services pour pouvoir piloter l'ensemble de l'administration communale, ce qui nous conduit à devoir recruter un directeur des affaires financières. Je vais donc laisser le soin au directeur général des services de nous présenter ce point à l'ordre du jour, la création d'un emploi permanent. Oui, donc là il s'agit effectivement de la création d'un emploi permanent. En fait, dans le cadre de la réorganisation générale des services, donc compte tenu d'une mobilité interne au sein de la direction des affaires financières, donc toute nomination sur l'emploi devenu vacant doit faire l'objet d'une création par la délibération qui crée l'emploi et également d'une déclaration de vacance de poste. Donc c'est pour ça qu'il faut, le conseil qui demande au conseil municipal de créer un poste de directeur des affaires financières à partir du 1er octobre 2021. 4, qui aura notamment pour mission de participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire financière de la collectivité, de garantir et de faire utiliser bien sûr toutes les procédures budgétaires. Donc à ce titre, il faut donc modifier le tableau des emplois. Et donc pour ce titre de directeur des affaires financières, donc l'emploi, les grades associés seraient attachés et attachés principal. Donc c'est un cadre de catégorie A, donc, et à temps complet. Donc il de préciser également que les crédits nécessaires à la rémunération en charge de l'agent nommé seront inscrits au budget, au chapitre et article prévu à cet effet, donc au 012. Et d'autoriser M. le maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire pour la création de cet emploi. Je précise que pour l'instant, cet emploi néanmoins qui est assuré correctement par l'intérim de Mme Nadia Chekdougou, ici présente. Est-ce que Mme Nadia Chekdougou peut se mettre debout? Chers collègues, donc Nadia Chekdougou assume l'intérim de la direction des affaires financières depuis que monsieur le DGS a définitivement investi, il s'est vêtu de sa veste de DGS pour pouvoir piloter l'ensemble de cette administration, donc il va pouvoir totalement s'y consacrer. Donc nous remercions vraiment Nadia Chekdougou d'avoir accepté d'assurer cet intérim. C'est une mission qui est précieuse, qui est sensible, donc nous comptons sur ce pilotage et cette efficacité de Mme Nadia Chekdougou. Donc nous revenons à notre délibération, chers collègues. Y a-t-il des interrogations?
Oui. Richard Desbordes. Au vu de l'orientation de l'ordre du jour, je pensais qu'il s'agissait d'un recrutement, mais la vision, ça serait plus une nomination. Ça ne change rien dans mon positionnement par rapport à la question. Hein. Sauf que ça renforce un petit peu la frustration, puisque M. le maire, je m'apprêtais à faire la candidature. Mais sinon, je ne vois pas d'inconvénient à ce que Mme Chebidou, que je ne connais pas, mais j'imagine que si elle est à ce poste-là, elle remplit bien sa mission et qu'elle est capable, effectivement, d'endosser véritablement la responsabilité de directeur financier. Nous créons le poste afin de pouvoir faire un appel, effectivement, à candidature. Oui, mais j'ai beaucoup compris que c'était par la voie interne. Donc, vous m'avez écarté d'emblée, hein, monsieur le maire. C'est parce que vous avez pressenti que je voulais faire acte de candidature. Non, en fait, c'est vrai que l'intitulé génère cette confusion. Lorsqu'il est parlé de mobilité, c'est en fait suite au départ de Denis Delver en qualité de DAF devenu DGS. C'est pour cela qu'il est parlé ici de mobilité interne. Mais notre décision de ce soir consiste bien en la création d'un emploi permanent sur la fonction de directeur des services financiers pour un profil d'attaché ou d'attaché principal. Donc par la suite, nous allons procéder à la publication et ensuite aux appels pour les dépôts de candidature. Et en attendant, Madame Chegoudou assure l'intérim de la direction du service. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Y a-t-il des votes au contraire? Abstention? Merci pour ce vote unanime. Alors, toujours dans cette démarche visant à renforcer notre encadrement pour une redynamisation, pour pouvoir avoir des services mieux à même de répondre à nos obligations auprès de la population, mais aussi des obligations en interne même pour rendre plus fluide l'activité des services. Nous allons aussi créer un autre emploi permanent et je demanderai à Mme Falémé, qui est directrice générale adjointe des services, de nous faire la présentation de cette délibération. Les conseillers municipaux, bonsoir. Donc, depuis 2020, effectivement, la crise sanitaire a mis en exergue l'importance et la situation particulière de part prépondérante. La part prépondérante des outils numériques dans nos modes de vie. Et à chaque période de confinement, effectivement, avec acuité, on constate qu'il est essentiel que ces outils numériques se déploient et se développent, puisqu'ils sont garants du maintien de la relation entre l'administration et ses administrés et la continuité des services. Donc, à cette fin, il est proposé au conseil municipal, c'est l'objet du rapport de ce soir, de créer un poste de directeur du numérique et des systèmes d'information, à la fois pour piloter la politique inclusive qui est voulue par les équipes municipales, c'est-à-dire que déploiement du numérique, il faut que tous nos collaborateurs soient à niveau pour le maniement de ces outils numériques, mais aussi qu'il y ait une politique d'inclusion à l'égard de nos administrés, pour que cette continuité de service effectivement soit assurée. Donc c'est un profil d'ingénieur territorial qui est soumis à votre approbation et qui aura aussi notamment pour mission de sécuriser, de mettre en place la politique de sécurisation des données, puisque de plus en plus nous allons fonctionner avec nos usagers par voie numérique. Donc c'est l'objet du rapport. Donc c'est un poste à temps complet, donc 35 heures,
cadre d'emploi ingénieurs territoriaux, donc ingénieur ou ingénieur principal. Et donc on a un collaborateur qui était en disponibilité, qui, par rapport à cette fin de disponibilité, qui sollicite sa réintégration au sein de la collectivité, d'où l'objet du rapport de ce soir. Merci beaucoup. Merci Madame Falémé. Y a-t-il des observations, des questions? Très bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Très chers collègues, il est 8h moins 3 minutes. Et nous avons donc le dernier point. 3 minutes pour faire ce dernier point, pour que vous n'accusiez la ministre-présidente de vous faire rouler pendant 2 heures de, pas confinement, mais couvre-feu. Voilà, allons-y vite. Alors, chers collègues, je vais présenter ce dernier point. Il s'agit de l'acquisition de la parcelle cadastrée AC 1004, c'est une partie de cette parcelle, qui a été, qui représente une surface de 44 mètres carrés, puisque le chemin qui dessert le site de la Pointe-à-la-Cluse, c'est-à-dire le site naturel de la Pointe-à-la-Cluse, où nous avons des sites de découverte, d'exploration, de loisirs et de sport. Nous avons donc une voirie qui empiète sur la propriété de Madame Edom. Donc, nous avons une obligation à régulariser la situation afin de faire l'acquisition de cette portion de terrain. Les domaines ayant émis un avis, cette acquisition représente un coût de 6 160 euros. Voilà. Donc nous sommes appelés à approuver cette formalité d'acquisition d'une portion de propriété, puisque le chemin rural qui dessert le site de la Pointe-à-la-Cluse empiète sur cette propriété privée. Donc je vous demande de m'autoriser à engager toutes les démarches en vue de cette acquisition et de signer tous les actes permettant l'acquisition de ce bien. Y a-t-il des questions? Pas d'abstention? Eh bien, merci pour ce vote unanime. Nous sommes arrivés au terme de notre séance de travail. Merci beaucoup pour ces moments de travail en toute simplicité. Merci à vous, chers concitoyens, vous qui nous avez suivis sur le numérique. Vivement les temps où nous allons pouvoir tous nous retrouver en présentiel, même si nous sommes très contents de la facilité aujourd'hui du transport de l'information et du direct et du live par le numérique. Mais nous serions tous très heureux d'être débarrassés du Covid et que nous puissions revivre tous normalement. En attendant, nous disons à tous de prendre soin de soi, de prendre soin de nos parents, de prendre soin de nos enfants. Nous disons bon retour à la maison, il est 20h, pas de détour, rentrons directement chez nous. Bonne soirée.